Bonjour, bonjour à tous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui à cette webconférence sur l'égalité professionnelle. Je suis ravie de vous accueillir. J'espère que cette session vous apportera des éclairages concrets et répondra à vos attentes. Pour me présenter rapidement, je suis Élodie Delisle et je suis directrice marketing chez Jury Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Gwenaëlle. Bonjour Gwenaëlle, Bonjour j'espère Elodie, que tu bonjour vas tout le bien. monde. Ça va, ça va. Et Marine, qui est sur le chat, pardon. Bonjour Marine, et elle est en charge de vos questions au clavier. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation. À la fin de la présentation, avec Gwenaëlle, on a prévu un petit temps pour répondre à vos questions. Et notre objectif, c'est clairement que vous repartiez avec une compréhension claire, précise et opérationnelle de vos obligations liées à l'égalité professionnelle. Je vous précise tout de suite également que nous pouvons vous envoyer ce support et le replay de la webconférence. Pour ça, il suffit de répondre au petit formulaire que vous voyez en bas de la page. C'est très simple, c'est quelques données, notamment votre email qui nous permettront de vous envoyer les infos. Alors, avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de Jury Travail. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans. C'est la plateforme de référence en droit du travail, mais pas que, en gestion des ressources humaines, qui accompagne surtout les employeurs et les RH et les managers dans toutes leurs démarches juridiques. Chez Jury Travail, on est plus de 50, en tout cas, il y a plus de 50 juristes qui sont tous Bac plus 5 et qui accompagnent nos 3000 clients dans tous les domaines de droit. Droit social, droit fiscal, droit des sociétés ou droit des affaires. Nous proposons pardon, deux types d'abonnements différents qui sont en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous contacter, hein. Vous voyez, vous pourrez avoir, l'accès à un juriste, hein, comme, Gwenaëlle, l'accès à la base documentaire. Notre base documentaire comprend des dossiers, des modèles de lettres, des modèles de contrats, une IA juridique qui a été créée uniquement pour nous à partir de nos documents, donc on est à peu près certain qu'il ne va pas inventer des choses. Et bref, nous vous proposons ces 2 types d'abonnements. Vous voyez aussi les accès à la convention collective avec des alertes convention collective. Je sais que c'est quelque chose qui est très attendu par nos clients puisque à chaque modification des conventions collectives, notamment des grilles de salaire, il faut que un, vous soyez au courant pour pouvoir impacter vos fiches de paye. Alors, on va commencer. Quelques chiffres pour planter le décor. En 2024, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes en France reste environ 15%. C'est la source de l'INSEE qui est sortie en 2024. On y apprend aussi que seuls 37% des entreprises de plus de 50 salariés ont obtenu un score supérieur de 85% index de l'égalité professionnelle. J'espère d'ailleurs que vous l'avez publié puisque c'était le 1er mars qu'il fallait le faire. Pour information, chez Jury Travail, on a un score d'index d'égalité professionnelle à 100%, donc on en est très fiers. Mais on est quand même un peu des ovnis par rapport aux différentes études qu'on a pu lire. Notamment, il y a certaines études qui montrent qu'une entreprise qui mise sur la mixité et l'inclusion, elle va être 25% plus performante et plus attractive pour les jeunes talents. Et on voit seulement que 37% des entreprises de plus de 50 salariés ont obtenu un score supérieur à 85%. Donc, en fait, c'est vraiment un levier stratégique pour les entreprises et bien au-delà des obligations légales. Ça va vraiment dans la stratégie de votre entreprise de faire attention à cet index d'égalité. C'est un facteur de performance, un facteur aussi qui permet de retenir les talents. Chez Jury Travail, par exemple, on a vraiment une équipe qui est très stable, notamment sur ce qui vous répondent. Kevin, que vous voyez régulièrement en webconférence, est là depuis à peu près 6 ou 7 ans. Donc on est vraiment sur des populations très stables et c'est aussi une marque de fierté. Alors, notre objectif, Gwenaëlle, avant que je continue de de promouvoir Jury Travail, si vous voulez, on recrute des juristes d'ailleurs, mais bon, c'est pas le sujet, je me recentre. Notre objectif, Gwenaëlle, aujourd'hui, c'est de vous donner à tous des clés de compréhension aux enjeux actuels liés à l'égalité professionnelle, vous aider à décrypter cet index et puis partager avec vous les bonnes pratiques. On a fait un plan en 3 parties. La première partie, c'est comprendre les enjeux, pardon, de l'égalité professionnelle et de la diversité. En 2, c'est décrypter les indicateurs de l'index égalité professionnelle. Et en 3, favoriser un environnement inclusif et équilibré. Ça va, Gwenaëlle, t'es prêt? On est là. Super. Donc, première partie, comprendre les enjeux de l'égalité professionnelle et de la diversité. Et on commence par une question très simple. À travail égal, salaire égal, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ce principe est-il défini dans le droit français?
Alors, très bonne question, Elodie. Donc déjà, la base effectivement du travail égal, salaire égal, elle, est issue d'une petite, jurisprudence de 1996 qui va poser les premières bases de la règle d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. En effet, à situation identique, cette jurisprudence de 96 prévoit très clairement que les hommes et les femmes doivent être payés de la même manière. On va quand même nuancer, cette jurisprudence prévoit quand même que pour différencier, ces critères objectifs du sexe, le salaire peut être différent, mais basé en fait sur d'autres critères qui sont bien sûr légaux et qui permettent effectivement de différencier ce fameux salaire. Mmh. Après 96, on a une jurisprudence donc de 2006 qui parle vraiment cette fois-ci de travail égal, salaire égal. Pareil, dans la sphère professionnelle, un principe jurisprudentiel qui va s'appliquer et qui là ne va pas se cantonner que au salaire. Ça va être également aussi sur le travail en lui-même. On ne peut pas décharger ou charger plus une personne sur le simple fondement du coup de son sexe. Du coup, avec ces 2 jurisprudences, le législateur s'est dit: «Bon, il faut quand même légiférer tout ça, l'inscrire dans le code du travail» et c'est de là qu'est né l'article L 3221-2 du code du travail. À travail égal, salaire égal, principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Chacun doit être traité de la même manière, que ce soit au niveau du salaire, mais également du traitement au travail. Et oui. Pour, continuer, on vous a proposé, comme d'habitude, hein, ceux qui nous suivent, vous savez, on fait des vrais ou faux, au fur et à mesure de notre présentation. La première question qu'on va vous poser, alors c'est très simple, vous allez voir, une fenêtre apparaître avec une réponse vrai ou faux. La question est: en France, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est en moyenne de 5. Si vous avez été bien attentif, tout à l'heure, j'ai donné la réponse. Je laisse un petit peu de temps. Là, on est, 80 de faux, une trentaine de votants. Alors vous pouvez continuer, je vais laisser encore, quelques instants pour que tout le monde puisse voter. Allez, je vais fermer les votes. Vous allez voir vos résultats apparaître sur la page et je laisse la parole à Gwenaëlle pour répondre à cette question. La réponse est effectivement faux, elle est bien supérieure à 5. Après, on va quand même nuancer le propos. Je vous explique. Du coup, si on prend déjà les premiers critères de l'INSEE, à titre d'exemple, en 2022, on avait quand même un écart de salaire de 23,5. Avec les chiffres de l'année dernière, de 2024, on descend quand même à 14. Il y a effectivement une amélioration, mais avec quand même un pourcentage qui reste élevé, hein. 14%, c'est quand même significatif. Cela s'explique très grossièrement par effectivement le volume de travail, puisque du coup, il y aura une tendance qui se réduit certes, mais qui est toujours présente, c'est que les femmes ont plus tendance à avoir des temps partiels, tandis que les hommes ont plus tendance à avoir des temps complets. Et même sur une année de travail, il y aura plus souvent des absences de la part de la femme plutôt que de l'homme. Après, si on prend un critère, donc ça, c'est les critères vraiment bruts. Si on prend et vraiment les écarts de salaire en tenant compte du même poste, chez le même employeur, à temps de travail égal, là, l'écart, effectivement, va se réduire en dessous des 5, mais il va se réduire cette fois-ci à 4, mais toujours en défaveur, effectivement, des femmes. Donc, effectivement, à poste égal, salaire égal, enfin, poste égal, pardon, plutôt, même employeur et temps de travail égal, on est quand même sur un écart de salaire quand même de 4, ce qui est quand même significatif et là, du coup, c'est là où l'index va pouvoir effectivement avoir son importance. Mais avant Mmh. cela, du coup, deuxième partie, Exactement, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Comment la loi définit-elle l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et quelles sont les principales obligations de l'employeur? bon, du coup, on a un peu vu de manière très théorique, mais comment ça va se caractériser? Bah, en fait, l'égalité professionnelle, elle va se caractériser par l'égalité salariale. Bon, ça, c'est le grand principe général. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a également tout ce qui va être conditions de travail, la non-discrimination, la lutte contre les stéréotypes, la parité sur les postes, puisque ça va être également important. Il y a un vrai sujet, puisque du coup, la parité sur les postes, il y a quand même une tendance à ce que les hauts postes avec les hautes fonctions soient attribués à des hommes et les postes avec moins de fonctions ou moins de charge de travail sera plus sur les femmes. Il va y avoir également l'égalité sur la gestion de la famille et les responsabilités domestiques, puisque, comme je l'ai dit également tout à l'heure, il y a une tendance à ce que les femmes soient plus souvent absentes durant une année à cause effectivement de ces responsabilités familiales domestiques, puisque, un titre d'exemple, un enfant qui tombe malade, il y aura plus souvent tendance en tout cas à ce que ce soit la femme qui prenne l'arrêt maladie plutôt que l'homme. Également, tout ce qui va être pris en compte, c'est la lutte contre le harcèlement sexuel.
Pour vous donner des exemples très concrets, le code du travail prévoit plein de petites choses, notamment à des articles, comme l'article 1142-3 qui prévoit que concrètement, des clauses dans le contrat de travail ou dans une convention collective, notamment des accords d'entreprise, il ne peut pas y avoir des avantages ou, des désavantages qui seraient liés au sexe. Ce serait par exemple, les primes. Alors ce serait effectivement l'attribution de primes liées par exemple à des contrats de travail qui seraient, à temps plein plutôt qu'à temps partiel. Si effectivement elle peut être discriminatoire sur l'égalité professionnelle homme-femme, si effectivement dans l'entreprise il y a plus souvent de femmes en temps partiel que d'hommes. C'est effectivement été déjà retenu par la jurisprudence dans plusieurs arrêts. Ce critère de temps plein, temps partiel est discriminatoire sur le fondement du sexe. Et bien sûr, lié à ça, il en découle d'autres arguments dans le code du travail qui prévoient que ce type de clause va être réputée non écrite et voire même donner une sanction à l'employeur, qu'elle soit pécuniaire, voire même des sanctions pénales, notamment des amendes et des peines de prison, si elles sont bien caractérisées. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup qui peuvent directement, nuire à l'égalité ou même de manière indirecte nuire à cette égalité-là. Merci beaucoup, Gwenaëlle. La troisième question de cette première partie, c'est justement l'égalité de traitement et l'interdiction de ces discriminations dont tu viens de nous parler. Alors pour le coup, l'égalité de traitement, ça va rejoindre un petit peu déjà ce qu'on a vu, l'égalité de enfin l'interdiction de discrimination. Alors là, on va plus dans le secteur donc pénal. Effectivement, ça va être donc réprimandé par le code du travail, comme on l'a vu à l'instant, mais également par le code pénal. Plusieurs jurisprudences et plusieurs articles de loi ont déjà condamné des employeurs sur cette interdiction, de discrimination et remettre en valeur cette fameuse, principe d'égalité. Le non-respect, du coup de l'interdiction de discrimination va entraîner des nullités sur les actes qui vont entraîner ces discriminations, mais également donc des sanctions pénales telles que les amendes ou les peines de prison pour l'employeur, des amendes pour l'entreprise et cetera. Mmh. Donc plusieurs choses peuvent être mises en place et justement, c'est ce qu'on va voir juste après. Exactement. Il y a aussi, les mesures à venir sur justement la transparence des rémunérations entre collègues. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors, du coup, il y a une grande mesure, on en avait déjà parlé l'année dernière lorsqu'on avait traité de ce sujet-là. Il y a une grande directive, hein, de la directive de 2026 qui doit être, appliquée donc par l'État français. C'est une directive issue donc du droit européen, qui va effectivement poser plusieurs principes, et notamment justement sur la publication des annonces, justement sur les index, le nombre de présence d'hommes-femmes, les rémunérations lors des offres d'emploi et cetera. Alors, vu que du coup, ça doit être applicable à partir de juin 2026, en tout cas la France a jusqu'en juin 2026 pour légiférer tout ça. Derrière, effectivement, bon, comme vous le savez, il y a quand même quelques impacts avec les changements de gouvernement, ce qui fait que ce principe, européen n'a pas encore avancé en l'état actuel. Il devait normalement y avoir quelques principes qui devaient déjà être élaborés en droit français dès 2025, mais bon, avec le flou qu'on a en ce moment, c'est difficile effectivement d'y voir clair sur ça. Mais en tout cas, dès l'année prochaine, il faudra sûrement se préparer à des nouveautés. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura du coup des nouvelles obligations qui vont découler de tout ça. L'adaptation au processus de recrutement, la mise en place de systèmes de rémunération plus transparentes, un renforcement des outils de reporting pour pouvoir bien calculer les écarts salariaux et même les écarts de manière générale sur le travail, les sensibilisations et les formations. Après, on le verra tout à l'heure, mais rien ne vous empêche de prendre de l'avance et Mmh. déjà de mettre ça en place dans les entreprises, hein, ce qui sera du coup très avantageux pour vos index, hein. Ouais, ouais. Oui, oui, puis on l'a vu aussi tout à l'heure pour le fait de retenir des candidats, Bien c'est sûr. vrai que c'est important de montrer qu'on est assez, on a des traitements égalitaires. Merci beaucoup. Avant de passer à la deuxième partie de notre présentation, je voulais vous présenter notre dossier, qui est un dossier vraiment, qui propose aux managers, aux RH, et aux entrepreneurs finalement de bien comprendre, cet index d'égalité femmes-hommes. Vous voyez, hein, le dossier aborde des modèles de calcul, des règles de publication de l'index, des sanctions financières en cas de manquement à ces obligations et surtout 2 modèles. Un premier modèle pour informer votre salarié que vous refusez sa demande d'augmentation de salaire en expliquant pourquoi, et un deuxième modèle qui est un modèle d'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très utile à mettre en place dans votre entreprise.
Donc la deuxième partie, concerne, le fait de décrypter justement les indicateurs de l'index, d'égalité professionnelle. On commence par la question la plus simple. Gwenaël, qu'est-ce que l'index de l'égalité professionnelle? Alors, en restant très large pour le moment, l'index de professionnel, ça va être effectivement un outil qui est mis en œuvre pour mettre fin justement aux inégalités professionnelles. Cet index va être évalué sur une note de 100 avec des critères qui vont plus ou moins varier suivant le nombre de salariés dans l'entreprise et qui vont permettre effectivement de mettre en valeur ces différentes du coup écarts ou pas justement qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Avant d'aller plus loin, un petit vrai-faux, il est aussi assez facile comme tout à l'heure. Donc j'ai ouvert le vote, vous avez normalement accès au sondage, vous pouvez répondre directement dans l'onglet sondage à côté de l'onglet chat. La question est: l'index d'égalité professionnelle est obligatoire pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Vrai ou faux? Alors le faux l'emporte, hein, là pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de réponses, mais je vous laisse un peu de temps. J'en profite pour me servir un verre d'eau. Allez, je vais fermer les votes. C'est parti. Et donc, vous voyez, la réponse faux est à 83%. Gwenaël. Effectivement, c'est faux. Donc déjà, cette annexe, elle a été mise en place en 2020 et elle ne concerne exclusivement, bon, alors c'est exclusivement oui et non, puisque ça concerne beaucoup d'entreprises, mais elle concerne en tout cas les entreprises de plus de 50 salariés et elles sont tenues de publier justement les résultats de leur index tous les 1er mars de chaque année. Mmh. C'est pour ça qu'on voit en ce moment beaucoup de communication, hein, de plein d'entreprises. Oui, on a 85, 86. C'est vrai que c'est quelque chose dont on peut être fier. La question suivante, Gwenaël. Comment est construit, du coup, cet index d'égalité professionnelle? Quels indicateurs sont pris en compte? Alors, du coup, suivant le nombre d'entreprises et je vais en parler, il y a effectivement 4 ou 5 indicateurs qui vont être pris en compte. Il va y avoir l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui sera noté donc sur un nombre de points de 40. Il va y avoir l'écart de répartition des augmentations individuelles. Alors, de base, elle est de 35, donc elle est notée sur 35, mais pour les entreprises de plus de 250 salariés, elle sera notée sur 20 points. Ensuite, va y avoir l'écart de répartition des promotions. Celle-ci sera notée sur 15 points et concernera exclusivement les entreprises de plus de 250 salariés. On revient sur du commun, le pourcentage de salariés augmenté à leur retour de congé maternité, 15 points. Et enfin, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise, 10 points. Quand on fait le calcul, du coup, on arrive sur un total de 100 points et donc du coup, suivant effectivement les écarts ou pas qu'il y a, plus ou moins de points seront attribués, ce qui fera effectivement un total, donc de la somme et donc du coup, la note visée par les entreprises doit être au moins de 75 points. Un défaut, des mesures de correction devront être prises et recherchées par l'entreprise. Mmh. Alors, pour être sûr que vous ayez bien écouté, un petit, un petit vrai-faux encore. L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes est le critère le plus important de l'index et il représente 40 points sur les 100. Vrai ou faux? Normalement, alors est-ce que vous voyez? Voilà, je commence à avoir des réponses. Normalement, si vous avez bien écouté, Gwenaël vient de le dire. Alors, vrai à 69%, je ferme le vote. 70. Gwenaël. Alors effectivement, bon oui, l'écart, enfin le nombre de points, c'est bien 40 sur 100 pour l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. C'est le critère principal et qui est commun à toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Ouais, c'est vrai que c'est un critère important, on en a déjà parlé tout à l'heure. Alors, quelles sont les obligations précises de publication de l'index égalité professionnelle? Quelles sont les entreprises concernées? Alors, les entreprises concernées, donc les entreprises de plus de 50 salariés, l'index qui a été calculé avec effectivement la somme qu'on en tient au total, doit être publié donc tous les 1er mars de l'année en cours au titre de l'année précédente. Et alors là, plusieurs possibilités. Soit effectivement, vous avez la possibilité de publier directement sur le site internet de l'entreprise, s'il en existe un, bien sûr. Alors, cet index doit être élaboré et mis en place de manière visible
et lisible pour l'ensemble des personnes qui vont consulter le site internet de l'entreprise et celle-ci doit rester pendant toute l'année en cours jusqu'à la publication du prochain résultat qui sera donc l'année suivante. À défaut de site internet, cet indicateur pardon, doit être porté à connaissance de l'entreprise, de l'ensemble des salariés par tout moyen. Donc ça peut être une publication, alors sur, du coup, peut-être une newsletter que vous auriez en interne, des panneaux d'affichage, une communication par mail, par chat, je ne sais pas comment l'entreprise pourrait fonctionner, mais en tout cas, ça doit être fait par tout moyen. La loi n'impose pas après de moyens spécifiques pour celle-ci. Mmh. En outre, l'index doit être publié sur le site du ministère du Travail. Le lien serait disponible sur nos dossiers de toute façon. Chaque année, donc cette publication doit être faite chaque année, au plus tard le 31 décembre, et le résultat d'index doit être mis à disposition également auprès du CSE. Et oui. Heu, un petit vrai faux, après on va se calmer un petit peu, hein, sur les vrais faux. C'est sur les entreprises qui ont une note inférieure à 75 points, est-ce qu'elles doivent mettre en place des mesures correctives? Alors voilà, j'ai pas encore de résultat. Voilà, ça y est, ça commence. C'est en fait la transition, hein, vers notre, prochain point que vous voyez sur l'écran, sanctions possibles. Donc je vais pas, faire durer le vote plus longtemps parce que là, on est à plus de 90 sur le vrai. Je pense que déjà vous êtes pas mal au courant. Maintenant, on va revoir avec vous l'ensemble des sanctions justement possibles, pour une entreprise qui ne respecterait pas cette obligation, de publication ou qui aurait des résultats erronés. Donc effectivement, donc déjà pour le vrai faux, c'est bien effectivement vrai. Les entreprises, qui ont une note inférieure à 75 points doivent mettre en place des mesures correctives le plus rapidement possible. Alors rapidement, tout est relatif puisqu'en fait, le code du travail prévoit quand même qu'elle dispose d'un délai de 3 ans, renouvelable une fois, suivant les circonstances, pour mettre en place justement ces mesures pour améliorer, leurs résultats. C'est seulement si les résultats de l'index égalité professionnelle, sont inférieurs à 75 points pendant les 3 années consécutives que là, effectivement, une sanction peut être infligée. La sanction, c'est laquelle? C'est 1 d'amende, c'est une amende, pardon, égale à 1 de la masse salariale. Bien sûr, il y aura également une obligation de publication de la sanction et de la pénalité financière qui sera infligée. Bien sûr, donc du coup, si, en plus de la non-publication, que ce soit sur le site internet ou alors la non-divulgation de l'index au CSE, il y a possibilité également d'avoir une amende supplémentaire puisque du coup, le fait de ne pas donner l'index au CSE, ça équivaut à un délit d'entrave. Mmh. À titre d'exemple, on a décidé avec Élodie de trouver quelques petits exemples parlants, Mmh. avec une date plutôt très significative puisque le 7 mars 2022, donc du coup la veille de la journée de la femme en plus, 16 entreprises ont été effectivement condamnées pour un index trop bas. On peut en citer quelques-uns, on a Photobox SAS, on a Paris Store, GM Consultant, mais au total voilà, 16 entreprises ont été condamnées pour effectivement un index trop bas suite à 3 ans consécutifs. Mmh. Ouais, donc c'est pas que des paroles en l'air, quoi. Il y a vraiment des sanctions quand, le on n'essaie pas de remédier au problème. Justement, ça a fait le lien avec notre 3e partie qui est comment favoriser finalement un environnement inclusif et équilibré au sein de votre entreprise? La première question que j'ai envie de te poser, Gwenaëlle, c'est quelles sont les actions prioritaires, hein, à engager quand on constate des écarts, entre les femmes et les hommes? Alors, déjà, quand on va constater par le biais de l'index une égalité plus ou moins importante, ça va être déjà d'analyser les chiffres. Il va falloir diagnostiquer les écarts pour bien déjà cibler les actions. Où est-ce que ça penche? Est-ce que c'est effectivement sur les écarts de salaire? Est-ce que c'est sur le pourcentage de, salariés rémunérés? Est-ce que c'est sur les plus hautes rémunérations que ça pêche? Enfin, là, va falloir déjà analyser donc, les résultats et identifier les causes. Est-ce que c'est une pratique salariale? Est-ce que c'est un parcours de carrière qui est différent? Est-ce que c'est vraiment les accès aux promotions qui sont bien ouverts à tout le monde? Voilà, ça va être déjà bien diagnostiquer les problèmes et bien diagnostiquer les différents critères qui posent souci. Ensuite, une fois que tout est analysé, il va falloir agir en conséquence. Potentiellement, agir sur les cartes de rémunération. Quelles actions seront prioritaires? On pourra mettre en place une grille salariale transparente et objective pour effectivement bien démontrer que l'écart salarial n'est pas justifié pour le coup par par le sexe, mais par des critères plus objectifs.
Revoir les critères peut-être, d'attribution et d'augmentation ou de même de promotion, si effectivement c'est la promotion qui pêche. Instaurer des revues de salaire régulières avec un focus justement sur l'égalité. Former les managers justement à la détection et à la correction de ces différents problèmes. Ensuite, va falloir favoriser l'évolution de carrière chez les femmes, si c'est l'évolution de carrière qui pose problème. Par exemple, accompagner, les femmes vers des postes à responsabilité par du mentorat, du coaching, des formations et cetera. Assurer un accès équitable donc justement à ces formations et aux mobilités internes. Encourager la mixité entre les métiers qui sont historiquement genrés, donc par exemple les postes du coup les plus gradés, tels que les managers ou même les postes de chef de pôle, etc. Ensuite, il va falloir impliquer et sensibiliser toute l'entreprise, hein, pas que les femmes et pas que les managers. Ça va être l'ensemble, effectivement, donc des personnes et des salariés, les RH, les managers, les salariés, les hautes fonctions, etc. Communiquer largement sur les engagements et les résultats qui sont été publiés et obtenus par l'entreprise et valoriser justement les bonnes pratiques et le succès interne s'il y a lieu d'être. Après, une fois que justement tout aura été mis en place, alors diagnostiqué et mis en place, il va bien falloir suivre, ajuster et valoriser les progrès qui ont été faits par l'entreprise. Oui, c'est vraiment un facteur de fierté finalement, d'avoir un bon index d'égalité et il faut en parler, que ce soit en interne pour vos recrutements, il faut aussi en parler lorsque, il y a des personnes qui veulent partir parce qu'en fait, avoir une entreprise où l'égalité est quelque chose d'important, a un sens important. C'est vrai que, quand on est une femme en tout cas, moi je le sens comme ça, c'est vraiment primordial, hein, de pouvoir bien appuyer là-dessus. C'est un vrai plus pour une entreprise. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle? Alors, un contrat de mixité, donc des emplois et d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ça va être un contrat qui va être passé entre l'État et l'employeur. Elle va permettre effectivement à l'employeur d'obtenir des aides financières de l'État avec effectivement la possibilité de l'employeur, alors la possibilité, ça va être justement la contrepartie des aides, de mettre en place justement des objectifs et des missions de la part de l'entreprise pour valoriser et écarter justement cette inégalité qui pourrait y avoir lieu dans l'entreprise. Donc, comme je viens de le dire, c'est conclu entre l'État et l'employeur. Il doit y avoir, bien sûr, une consultation des organisations syndicales représentatives et également du CSE. En pratique, excusez-moi, en pratique, l'État, il est caractérisé par en fait le préfet et ça va être justement lui qui aura le champ d'application de la signature de ce contrat. Le contrat, qu'est-ce qu'il va préciser? Il va préciser donc l'objet et la nature de l'engagement qui va être souscrit par l'employeur, les montants d'aide et les modalités de versement qui seront donnés par l'État, ainsi que justement les modalités d'évaluation de l'État et de contrôle sur celle-ci, sur la réalisation ou l'avancement des engagements qui seront pris par l'employeur. Le but, effectivement, de ça, c'est justement de mettre en place et de faire le nécessaire pour justement, rompre cette inégalité qu'il pourrait y avoir dans l'entreprise, tout en étant aidé par justement l'État, par le biais d'aides financières. Exemple, par l'adoption de mesures de sensibilisation, des aides à l'embauche, de formation, de promotion, amélioration des conditions de travail, et cetera. Mmh. Et c'est une mesure qui est vieille ou c'est assez récent, tu sais? Non, c'est plutôt une mesure alors ancienne, tout est relatif Mmh. effectivement, elle date déjà d'une voilà, de 5-10 années, D'accord. dizaine d'années, pardon. D'accord, merci beaucoup. La question suivante, c'est sur le plan pour l'égalité professionnelle. Alors, pour le coup, le plan pour l'inégalité professionnelle, ça va être des mesures qui vont être prises vraiment en interne, par l'entreprise. Elles vont être négociées par l'entreprise avec, justement le CSE. Le but, ça va être justement en interne de mettre, en valeur et du coup des mesures justement pour, corriger l'inégalité qu'il pourrait y avoir suivant le nombre et l'index, qui sera publié. Ces négociations, donc, elles vont avoir lieu de manière annuelle, puisque ça fait partie donc, des points qui devront être abordés lors des NAO. Ensuite, il va y avoir donc des mesures qui vont découler de ça. Si effectivement aucun accord, du coup, va être donné entre les CSE et l'employeur aura quand même l'obligation de mettre des mesures préventives, dans un but d'évolution, qui pourront être après renégociées ou remaniées avec effectivement l'accord du CSE. Et en l'absence d'accord, parce qu'il y a une obligation, notamment dans les entreprises d'au moins 300 salariés, il y aura une commission qui devra être créée au sein donc du CSE et qui devra se charger de mettre en place des mesures pour effectivement l'égalité professionnelle.
Très clair, merci beaucoup. Un petit vrai faux, c'est le dernier. En fait, Gwenaëlle avait peur qu'on n'ait pas assez de temps en 1 heure de tout traiter. Finalement, on est plutôt large, hein, Gwenaëlle. Tu vas pouvoir répondre à pas mal de questions, je pense, après. Le dernier vrai faux avant de passer au dernier petit point, c'est sur les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière professionnelle. Est-ce qu'elles peuvent être, sanctionnées financièrement? Alors, bah, du coup, on va alors c'est Attends, j'ai alors, pas je encore sais pas. fermé. Pardon, excusez-moi. Je voulais aller trop vite. Heu Bon, comme tu as commencé la réponse, tout le monde dit vrai. J'ai fermé les votes, tu peux y aller. Je pense que les personnes qui mettaient vrai ne prenaient pas trop de risques de toute façon. Donc effectivement, c'est bien vrai, les entreprises qui ne respectent pas ces obligations, notamment celles qui ont été mises en œuvre dans le plan, pour l'égalité professionnelle, il y a une sanction. La sanction, c'est la même qu'on a vue juste avant. Si effectivement, il y a donc un non-respect de celle-ci, ça peut être 1 de la masse salariale qui pourrait être donnée en amende et suivant effectivement les conséquences, en tout cas la discrimination qui pourrait être, mise en valeur, suivant ce qui n'aura pas été mis en place ou pas, il pourra en plus y avoir des sanctions pour l'entreprise, voire même pour l'employeur. Mmh. Et donc, au-delà de l'index, si on allait plus loin que ça, quelles sont les actions phares ou les bonnes pratiques, pour une culture finalement d'égalité durable en entreprise? Alors, bah, là, on va quitter un peu effectivement le domaine du droit, on va Mmh. effectivement plus aller dans le pratico-pratique, si on peut dire. Bah, on l'a vu un petit peu déjà tous ensemble, ça va être la question de la sensibilisation et de la formation des équipes, tout ce qui va être mentorat, formation, sponsoring, initiative interne, pourquoi pas faire des webconférences, pour bien valoriser notre 100 du coup C'est d'index. pas l'objectif, hein. C'est pas forcément objectif, mais voilà, c'est pas inintéressant. Après, on a parlé avec Élodie de cette fameuse directive qui doit être mise en place en juin 2026 par le gouvernement. Derrière, c'est pas inintéressant déjà de mettre en place tout ou partie, des missions qui doivent être, données, par le gouvernement français. Heu, Vous pouvez très bien prendre des initiatives et le faire dès maintenant. Rien ne vous empêche effectivement déjà de publier des annonces, pour les futurs emplois en valorisant les index, en mettant en place ce qui est prévu par la directive. Voilà, ça peut être effectivement déjà une prise de conscience sur ce qui est déjà en cours de ce qui est déjà en cours d'installation par le gouvernement, mais également pas se cantonner à un index de 75. Effectivement, au-delà de 75, il n'y a plus aucune obligation légale, pour l'entreprise de prendre des mesures, pour augmenter ce chiffre. Mais concrètement, rien ne l'empêche de le faire pour justement garder les profils, pour bien montrer qu'il y a une transparence et une volonté de ne plus effectivement avoir d'inégalité dans l'entreprise et puis pour l'image de marque auprès effectivement des partenaires et des tierces, derrière, c'est toujours intéressant de pouvoir mettre ça en place. Je crois que Élodie est partie. Si on a le diapo qui est récupéré, excusez-moi. Voilà, activer le micro, c'est bon, je suis revenue. Oui, c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On en était là, je crois. Non, on en était, les actions, ça on l'a vu. Voilà, on en était là. Les actions phares, pardon, Gwenaëlle, j'ai vu que tu es un peu paniquée. Tout va bien, je suis revenue. C'est bon. On va pouvoir, passer aux questions puisque, on avait prévu 1 heure, mais finalement, on est allé assez rapidement sur les points. Si vous voulez revenir sur certains points, n'hésitez pas à nous les écrire dans le chat. On va reprendre depuis le début. Il y avait une question qui nous avait été posée en début de webconférence de Fatima qui demandait: «Est-ce qu'à poste égal avec le même temps de présence au travail, mais avec une expérience antérieure différente, comment fait-on?» Alors, du coup, je suppose que la volonté derrière cette question, c'est de savoir est-ce qu'on doit effectivement donner un salaire égal
ou effectivement donner une rémunération différente. Alors, encore une fois, la rémunération, si elle est différente, ne doit pas être basée en fait uniquement sur le sexe. Ça doit être justifié de manière objective et effectivement, ça a déjà été acté de manière jurisprudentielle plusieurs fois. Le fait qu'il y ait une expérience antérieure différente ou même un diplôme ou une valorisation d'une expérience professionnelle ou diplômante ou même d'autres, hein, qui justifierait donc un apprentissage ou un savoir-faire supplémentaire comparé justement à d'autres personnes sur le même poste, celle-ci justifie effectivement une différence de salaire sans qu'elle soit jugée discriminatoire. D'accord. J'espère que Fatima, vous êtes encore là pour pouvoir, avoir la réponse posée, à votre question. Il y a Hélène aussi qui nous a posé une question, mais qui a répondu tout à l'heure, hein, en expliquant: «Si je comprends bien, si le score de l'index est supérieur à 75, il n'y a pas besoin de plan pour l'égalité professionnelle homme-femme». Effectivement, c'est pas besoin. Maintenant, rien ne l'empêche de le mettre en place. C'est pas, effectivement obligatoire à partir du moment où c'est supérieur à 75. Mais pourquoi effectivement se reposer sur la 75 quand on pourrait atteindre effectivement l'excellence, notamment à 100? Il y a Norka aussi qui nous pose une question: «Bonjour, notre index est incalculable. Comment faire pour le plan d'action?» Alors c'est délicat parce que incalculable, c'est je ne sais pas pourquoi il le serait ou pourquoi il ne le serait pas. En tout cas, un plan d'action doit être mis en place si effectivement l'index est inférieur à 75. Donc s'il est incalculable, c'est qu'il doit y avoir effectivement un souci quelque part et c'est pour ça que potentiellement une question, liée à la DRG de notre côté, donc une question gratuite, pourra déjà vous aiguiller de savoir pourquoi il est incalculable et vous donner effectivement des éléments qui vous permettraient, de le calculer et du coup d'avoir obtenu un score et de savoir du coup si un plan est nécessaire ou pas, dans votre situation. Tout à fait. Marine va vous envoyer le lien dans le chat pour pouvoir poser votre question directement à nos juristes. Alors, je sais qu'il y a des clients, de nos abonnements qui sont connectés aujourd'hui. Oui, ils reconnaissent, Kevin qui est sur la photo. Vous pouvez donc, poser votre question directement à Kevin via, le lien que va vous partager Marine, dans le chat. C'est vraiment, pour, partager pourquoi ce plan est incalculable, pour qu'on puisse vous accompagner donc dans la résolution de votre problème. C'est des informations qu'on n'a pas envie de vous demander sur le chat quand tout le monde est connecté. D'ailleurs, Laura avait posé la même question, que Norka. Ensuite, il y a Christelle qui a posé une autre question. Lorsque l'index est incalculable, on a déjà où retrouver la directive pardon, pour 2026? Alors, vous pouvez effectivement essayer de vous aventurer sur le site, donc de Légifrance ou le site du service public pour essayer de retrouver, cette directive, donc plus ou moins lisible. Moi, ce que je pourrais potentiellement vous inviter à faire, c'est, aller directement sur le site de Jury Travail. Lorsque l'on traite effectivement de l'index et de l'égalité professionnelle homme-femme, nous faisons toute une partie justement sur cette directive, voire même potentiellement, la DRG ou acheter le dossier directement pour pouvoir obtenir le plus d'informations sur cette directive. Elle est disponible de toute façon gratuitement sur le site du gouvernement, mais elle est plus détaillée, en tout cas au niveau de Jury Travail. Merci beaucoup. 8 Sylvie qui nous demande: «Un CSE est constitué pour une UEM de 120 salariés regroupant 5 entités juridiques. Aucune des entités ne comporte plus de 49 salariés. L'employeur a-t-il l'obligation de publier un index égalité hommes-femmes?» Alors, là, la question est très intéressante. Donc du coup, dans votre situation, oui, il va y avoir une obligation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le calcul des 50 salariés, en tout cas ce que prévoit le code du travail pour justement la question de l'index, elle ne se fait pas par effectivement «entreprise» entre guillemets, par entité, du coup juridique, mais elle se fait bien au niveau de l'unité économique et sociale. OK. À titre d'exemple, dans votre situation, imaginons vous avez 5 entités, inférieures du coup à 49 salariés, mais le total fait effectivement plus de 50 salariés. Dans ce cas-là, un index doit être effectivement établi. Pour le calcul de l'index, les entreprises et l'effectif qui doit être pris en compte, c'est effectivement sur l'ensemble de l'unité économique et sociale. Donc du coup, pour calculer l'index, il va falloir faire du coup, la prise en compte de l'ensemble des salariés des 5 entités. Par contre, l'obligation de publication va reposer sur chaque entité. Il va y avoir un seul index pour du coup les 5 entités, mais elle devra être publiée 5 fois par entité. D'accord. J'espère que c'était clair. Ouais, ouais, en tout cas, moi, j'ai je trouvais ça très clair. Merci beaucoup. Il y a Camille aussi qui nous pose une question: «Quelle est la différence entre les mesures correctives d'un score en dessous de 75 et les objectifs de progression d'un score en dessous de 85?»
Bah, alors la différence, ça va être lié déjà à l'obligation de le faire puisque les objectifs de Eh oui. mesure enfin les mesures correctives, elles sont obligatoires et peuvent entraîner une sanction, tandis que les objectifs de progression, du coup, ne sont pas obligatoires, mais valorisés, bien sûr, et du coup, pas de sanction derrière. Eh oui. Très bien. Est-ce que ça va? Tu peux encore prendre des questions? Parce que je sais que c'est pas évident quand on a fait une présentation d'1/2 heure, ensuite d'enchaîner avec des questions. Tu me dis si tu veux faire une pause. Pour le Tout reste, dépend. encore une? Bah, allez, oui. Allez, il y a Cyril qui nous propose: «La sanction de 1 de la masse salariale s'applique-t-elle également en cas de non-publication de l'index?» Effectivement, la sanction donc des 1 va concerner effectivement également la non-publication puisque du coup, ça reviendrait à ne pas en avoir, du tout. C'est voilà, c'est le code du travail qui le prévoit comme tel. Mmh. Très bien. Merci beaucoup Gwenaëlle. Merci à tous, hein, d'avoir posé vos questions. Si vous en avez encore, comme le dit Marine dans le chat, vous pouvez la poser directement et aller plus loin dans le détail parce que, tout à l'heure, je crois que c'est Laurent qui travaille dans un domaine d'activité très féminin et du coup le calcul est difficile. Expliquer vraiment tout ça bien, par mail via le formulaire à nos juristes. Ils vous rappelleront rapidement aujourd'hui ou demain et ça vous permettra d'y voir plus clair. Par ailleurs, je vous le redis, on a, le dossier, qui est assez complet. On a aussi beaucoup d'actu, d'articles, hein, sur Jury Travail qui vont permettre d'y voir plus clair. On a des affichages également qui sont mis à votre disposition. Il faut savoir que l'affichage en matière d'égalité hommes-femmes est obligatoire pour les entreprises, donc il faut aussi penser à l'avoir dans vos locaux. Et enfin bon, bref, tout ça est résumé dans nos dossiers et sur le site de Jury Travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup Gwenaëlle, c'était très intéressant. Je vous propose, 2 webconférences qui auront lieu, d'ici 15 jours pour la première sur le harcèlement moral et sexuel, sur la lutte, hein, évidemment et la deuxième sur, la gestion des congés payés puisqu'il faut voir qu'on va vite arriver aux congés payés d'été et au pont de mai et qu'il faut gérer, votre entreprise. Merci beaucoup d'ailleurs Elisabeth, merci à vous d'être présente. Voilà, les liens sont ici. Merci Gwenaëlle, merci Marine. Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne Webikeo, nous laisser un avis, comme vous voulez. Merci beaucoup. On a vraiment été, très à l'heure aujourd'hui. C'est pas dans nos habitudes, donc je suis un peu perturbée, mais je vous souhaite à tous une très belle journée. Encore merci Gwenaëlle, encore merci, Marine. Merci à tous d'avoir participé et à très bientôt pour notre prochaine webconférence le 25 mars. Au revoir. Bonne journée, au revoir.